Bonjour à tous. Donc, merci déjà de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de recherche fondamentale. Donc, comme c'est noté ici, moi je suis neurologue, je travaille au CHU de Rennes, mais je fais également un peu de recherche fondamentale. Je dis un peu parce que le temps est limité pour pouvoir faire toutes nos activités. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai été financée l'année dernière pour un projet par l'ARCEP qui s'intéresse justement aux lymphocytes B. Ça, c'est le titre en anglais que vous voyez s'afficher, vous inquiétez pas, après ça va être en français. Donc, sur le rôle de ces cellules immunitaires dans la sclérose en plaques. Alors, vous le savez peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais il y a une implication assez forte du système immunitaire dans la physiopathologie et le développement de la sclérose en plaques. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, on a plusieurs arguments forts pour penser que le système immunitaire est impliqué dans le développement de cette maladie. Tout d'abord, le fait qu'on a découvert, en séquençant le génome de patients atteints de sclérose en plaques, qu'il existe des facteurs de susceptibilité génétique qui sont localisés justement sur des gènes du système immunitaire. On sait également, alors ce que vous voyez là, c'est une image en fait de marquage au sein du cerveau d'un patient atteint de sclérose en plaques. Et ce que vous voyez en marron, en fait coloré en marron, ce sont des cellules immunitaires, des cellules là qu'on appelle de type macrophage, qui boulottent la myéline du système nerveux central. Et il se trouve que dans les lésions des patients atteints de sclérose en plaques, il y a beaucoup de cellules immunitaires. Alors, la recherche avancerait difficilement sans les modèles animaux à notre disposition, et il existe actuellement des modèles animaux qu'on appelle des modèles EAE pour encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Et ces modèles en fait, de souris, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on injecte des protéines de la myéline à ces souris et leur système immunitaire s'active et développe une maladie inflammatoire qui touche essentiellement la moelle épinière chez la souris, mais qui ressemble dans l'évolution, qui peut ressembler quand même à l'évolution de la sclérose en plaques. Et c'est des modèles qui nous permettent actuellement de mieux comprendre comment se développe la maladie, mais également d'identifier des cibles thérapeutiques et de tester, avant de tester chez l'homme, de tester des traitements. Et enfin, vous le savez, les traitements actuellement de fond qui sont développés dans la sclérose en plaques, c'est essentiellement des traitements qui sont des immunomodulateurs et des immunosuppresseurs, qui agissent en modifiant le fonctionnement du système immunitaire ou en inhibant le système immunitaire, et c'est actuellement les thérapies les plus efficaces qu'on a, en tout cas dans la forme rémitante de sclérose en plaques. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel parce qu'on va un petit peu parler de lymphocytes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le système immunitaire? Vous le voyez, ce que vous pouvez voir là sur le schéma avec les petites cellules violettes, c'est que donc il y a plusieurs types de cellules immunitaires, et celles qui nous intéressent nous spécifiquement dans la sclérose en plaques, ce sont les lymphocytes, là où c'est marqué cellule B, cellule T, lymphocytes NK. Alors quel rôle ils ont ces lymphocytes? Romain vous en a parlé un petit peu juste avant, vous parlant d'anticorps. Il y a des types de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, qui sont les cellules qui vont sécréter les anticorps. Et je vous rappelle que toute l'immunité vaccinale est basée, entre autres, une grande partie en tout cas, sur cette protection qu'on appelle la protection humorale, parce que ces anticorps, après, vous les gardez dans votre corps pendant des années et des dizaines d'années. Il y a d'autres types de lymphocytes qui ne sécrètent pas, eux, d'anticorps, mais qui peuvent sécréter d'autres molécules qui peuvent être toxiques, que sont les lymphocytes T. Et les lymphocytes T, il y en a deux grands types, ce qu'on appelle les CD4 et les CD8. Alors, voilà, on s'en fiche un petit peu finalement dans le fond, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cellules, elles ont un rôle très important parce que c'est elles qui orchestrent un peu la réaction immunitaire et qui vont activer les autres cellules à l'origine des lésions dans la maladie. Alors ces cellules immunitaires, elles se baladent dans notre sang, il y en a, quand vous faites une prise de sang d'ailleurs, on regarde le taux de leucocytes, que sont les globules blancs, où il y a justement ces lymphocytes, mais la niche de ces cellules immunitaires, elle n'est pas tellement dans le sang, elle est dans les ganglions. Les ganglions lymphatiques, vous en avez dans le corps, vous en avez également au niveau cervical, entre autres, et puis vous en avez ces cellules immunitaires également dans les amygdales, par exemple, dans la rate, et puis dans la moelle osseuse. Vous comprendrez un peu pourquoi je vous dis tout ça, parce qu'on va quand même parler un petit peu de ganglions lymphatiques. Alors ça, vous le reconnaissez, c'est une IRM assez typique de lésions de sclérose en plaques, qui sont là identifiées par les taches blanches que vous voyez montrées par les flèches rouges. Alors, quelles sont les cellules qu'on retrouve au sein des lésions des patients atteints de sclérose en plaques? C'est très différent et varié. Alors, ce que vous pouvez voir là sur votre gauche en bleu, c'est un marquage de la myéline. C'est un marquage qu'on appelle du luxol. En fait, ça marque la myéline du système nerveux central. Et ce que vous pouvez voir là, une tache blanche un petit peu au milieu, c'est une lésion justement démyélinisante. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de cette lésion démyélinisante,
on a, alors je ne sais pas si ça marche, le pointeur. Non. Si, super. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a donc des infiltrats de cellules, c'est les petites taches marron qu'on appelle donc des macrophages. Ce sont des cellules qui boulottent la myéline du système nerveux central. Mais on voit également des marquages, là, ici, ce qu'on appelle CD3, c'est les marquages de lymphocytes T. Donc il y a plein de lymphocytes T, les fameux orchestres de la réponse immunitaire, et puis il y a également plein de macrophages directement au sein des lésions du système nerveux central. Alors on pensait, il y a encore une vingtaine d'années, que la sclérose en plaques, c'était une maladie qui dépendait essentiellement de ces cellules-là qu'on appelle les lymphocytes T, parce que c'était une des populations immunitaires qu'on retrouvait en majorité au sein des lésions de sclérose en plaques. On sait maintenant que ce n'est pas tout à fait vrai, et vous allez voir que c'est devenu d'ailleurs une cible thérapeutique importante. On sait qu'il y a également d'autres types de cellules immunitaires importantes, ces fameuses cellules qui sécrètent les anticorps, dont Romain a parlé également tout à l'heure, qu'on appelle les lymphocytes B. Alors ces lymphocytes B, on ne les avait pas trouvés dans les lésions, parce que déjà il n'y en a pas beaucoup dans les lésions des patients atteints de sclérose en plaques, et puis surtout ils ont une localisation très très particulière. Ils ne sont pas localisés tellement au sein du parenchyme cérébral, ils sont autour du cerveau, dans ce qu'on appelle les méninges, les méninges qui sont cette couche de cellules qui recouvrent le système nerveux central, que ce soit le cerveau ou la moelle épinière, et qui protègent un petit peu votre système nerveux central. Ces méninges, comme je vous le disais, elles sont localisées autour, entre autres dans les creux du système nerveux central, et il se trouve qu'à cet endroit-là, il y a des amas de cellules immunitaires, ce qu'on appelle des follicules, avec des lymphocytes B, mais plein d'autres cellules immunitaires qui s'activent et qu'on retrouve essentiellement chez des patients atteints de forme progressive de sclérose en plaques. Et il se trouve que la présence de ces agrégats de cellules immunitaires dans les méninges sont fortement associés avec le risque d'avoir un handicap. Alors ces cellules dont on va parler un tout petit peu plus avant, ensuite, ces lymphocytes B, comme je vous le disais, ils ont plusieurs rôles. Ils sont capables de sécréter des anticorps, mais ils sont également capables de sécréter des molécules qu'on appelle des cytokines, qui peuvent créer des dégâts au niveau du système nerveux central. Ils sont également capables d'activer d'autres cellules immunitaires, comme les lymphocytes T, et puis ils sont capables de former ces fameux follicules, ces structures qu'on retrouve au niveau des méninges des patients atteints de sclérose en plaques. Alors, il y a une autre population cellulaire dont je vais vous parler un petit peu par la suite et que j'introduis sur ce schéma, qu'on appelle les lymphocytes T de type FH, qui sont des lymphocytes particuliers qui sont proactivateurs pour les lymphocytes B, qui les activent directement dans les ganglions lymphatiques. Alors finalement, je vous ai dit, moi je m'intéresse un petit peu aux lymphocytes B, et puis par ce biais-là, je me suis intéressée un petit peu à ces fameuses cellules activatrices qu'on appelle les TFH, et la question sur laquelle on travaille au laboratoire, c'est quel est le rôle de ces cellules à différents stades de la maladie, parce qu'on pense que ces cellules, elles n'ont pas le même rôle au stade rémittent, au moment où on fait des poussées, en début de la maladie, et au stade progressif. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? On a une hypothèse, alors ça reste une hypothèse, il n'y a rien de prouvé, mais c'est un petit peu sur ce schéma sur lequel on travaille, tout ça est très simplifié, on s'entend. Ce que vous avez de représenter sur ce schéma, ça c'est un ganglion lymphatique en fait. Donc voilà, ça peut se situer, on va penser aux ganglions cervicaux, parce qu'on pense que c'est surtout là qu'ils s'activent dans la sclérose en plaques, et donc là c'est une coupe de cerveau. Et donc on pense que dans la sclérose en plaques de forme rémittente, il existe une activation de lymphocytes B qu'on appelle autoréactifs. Autoréactifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont dirigés contre vos propres protéines, vos propres antigènes. On ne connaît pas l'antigène dans la sclérose en plaques, mais on imagine que ça doit être en tout cas un antigène du système nerveux central. Ces lymphocytes B, ils s'activent grâce à d'autres lymphocytes, je vous ai dit ces fameux lymphocytes un peu activateurs qu'on appelle les TFH. L'hypothèse, c'est que ces cellules, une fois qu'elles sont activées, elles vont activer d'autres cellules immunitaires et puis elles vont rentrer dans le système nerveux central. Alors ça, on en parlera juste après, mais normalement, vos cellules immunitaires qui circulent dans le sang et entre autres dans les artères, les veines et les capillaires au niveau du système nerveux central ne sont pas censées rentrer dans votre cerveau parce que ces vaisseaux, ils sont imperméables et ils ne sont pas censés laisser passer les cellules immunitaires. Et bien, il se trouve que dans la sclérose en plaques, les vaisseaux laissent passer les cellules immunitaires, alors probablement parce qu'elles sont très très activées. Et donc nous, on étudie également les mécanismes de migration de ces cellules immunitaires. Une fois rentrées dans le cerveau, on peut imaginer qu'après plusieurs poussées, des années d'évolution de la maladie, ces cellules immunitaires, elles se regroupent
au sein des méninges du système nerveux central pour former peut-être des agrégats, ces fameux follicules lymphoïdes qu'on a été capable de retrouver chez certains patients atteints de forme progressive et qu'elles contribuent directement au phénomène de progression qu'on peut observer dans la maladie. Alors c'est à partir de cette hypothèse qu'on a développé nos objectifs de travail. Et les objectifs de ce projet, en fait, ils sont divers. Ils sont d'analyser et la différenciation de ces lymphocytes B et les caractéristiques des cellules activatrices qu'on appelle les TFH et les capacités de migration au sein du système nerveux central de ces cellules immunitaires. Et puis également, on regarde où sont-elles dans le système nerveux central. Est-ce qu'on retrouve ces follicules lymphoïdes, ces agrégats qu'il existe chez les patients atteints de forme progressive, et puis quelles sont leurs caractéristiques. Alors, chez qui on fait ça? Donc, je vous ai dit, les cellules immunitaires, elles se baladent dans le sang, hein, même si la niche importante se situe au niveau des ganglions, on en retrouve dans le sang, et donc on propose à des patients, nous à Rennes, on propose aux patients qui ont une forme rémitante ou une forme progressive de sclérose en plaques, qui n'ont pas de traitement de fond, donc qui peuvent être soit en tout début de maladie, soit au contraire qui ont une maladie peut-être un peu évoluée et pour lesquelles on a arrêté les traitements de fond, de participer en donnant du sang. Essentiellement, on fait une prise de sang, on prend plusieurs tubes de sang. Et puis on propose à certains d'entre eux qui ont une ponction lombaire en tout début de maladie, à titre diagnostique également, de nous donner un tube de liquide céphalorachidien. On ne fait pas une ponction lombaire exprès pour ça, on s'entend bien, hein, c'est une ponction lombaire qui est faite dans le cadre du diagnostic et on demande au patient s'il est d'accord pour qu'on prélève un tube supplémentaire pour la recherche. Alors, il faut qu'on puisse comparer nos patients à une autre population. Donc, nous, on demande également à des témoins de participer. Hein. Il y a des affiches à l'hôpital de Rennes, à l'université, et on a des témoins qu'on essaye de trouver à peu près du même âge, du même sexe que nos patients, qu'on prélève également. Alors, on ne leur fait pas de ponction lombaire, hein, je vous rassure, on leur fait qu'une prise de sang. Et puis, on a également un autre groupe de témoins qui sont des patients atteints d'autres maladies, par exemple la neuromyélite optique de De Vic, dont a parlé Romain, ou le spectre des antimog, qui servent de témoins de patients qui ont des maladies neurologiques inflammatoires, mais qui ne sont pas des patients atteints de sclérose en plaques. Et enfin, on travaille en collaboration avec David Laplot à Nantes, qui a une banque de système nerveux central de patients qui sont décédés de la sclérose en plaques et qui ont fait don de leur cerveau à la recherche. Et quels outils on utilise? Donc moi, comme je vous disais, je fais de l'immunologie, hein, c'est travailler sur le système immunitaire. Pour ça, on a plusieurs moyens pour explorer un peu les globules blancs. Quand on reçoit un prélèvement de sang, on peut déjà récupérer les globules blancs. Et puisque vous voyez ce produit rose là dans les flasques, c'est du milieu, en fait c'est une espèce de nourriture pour globules blancs, il faut qu'on arrive à les maintenir en vie pour après les étudier. Et puis après on peut les activer, les faire se différencier et puis regarder comment ils interagissent entre eux. Ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement les analyser, et pour ça on utilise une technique qu'on appelle la cytométrie, où on marque ces globules blancs avec des anticorps qui sont fluorescents. Et après on peut étudier la fluorescence et regarder quels sont les marqueurs exprimés par ces globules blancs. Et enfin, quelque chose souvent qui est un petit peu plus parlant parce que c'est visuel, hein, bien sûr, c'est la microscopie, hein, où pareil, on met des anticorps fluorescents sur un tissu, cette fois, hein, donc une coupe, par exemple, de cerveau d'un patient décédé de sclérose en plaques, et on peut regarder quelles sont les cellules immunitaires qui se trouvent au niveau des lésions ou dans les méninges, si c'est les méninges qui nous intéressent. Donc, comme je vous disais, nous, on s'intéressait en premier à la différenciation des lymphocytes B. Alors, je ne vais pas vous expliquer le protocole en détail qu'on a étudié, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a montré que chez les patients qui avaient une sclérose en plaques de forme rémitante, il y avait une différenciation de ces lymphocytes B. Ils n'étaient pas normaux, ils ne réagissaient pas comme les témoins sains. Ils se différenciaient de manière anormale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils sécrètent des cytokines, donc des molécules inflammatoires, et qu'on a pu montrer que le taux de ces molécules inflammatoires était fortement corrélé avec le handicap du patient au moment du prélèvement. Et alors plus intéressant, et puis ça c'est des données que j'ai que d'hier, donc je n'ai pas pu vous les mettre sur le diaporama, on a montré également quand on prend en fait le surnageant de ces cellules, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont sécrété. Nous, on l'a envoyé à des collègues à nous qui travaillent à Montréal sur des cultures d'oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, c'est les cellules qui sécrètent la myéline. C'est des cellules du système nerveux central qui sécrètent la myéline. On a montré que ces molécules sécrétées par les lymphocytes B des patients qui avaient une sclérose en plaques, ils étaient très fortement toxiques pour les oligodendrocytes du système nerveux central, donc ces fameuses cellules qui sécrètent la myéline. Donc clairement, ces lymphocytes B, ils ont un phénotype qui n'est pas normal, ils n'évoluent pas de manière normale et ils sécrètent des molécules qui sont potentiellement toxiques.
Alors nous, ce qui nous intéressait également, c'est comment ces cellules, elles s'activent. Et on sait qu'il y a cette population cellulaire qu'on appelle les TFH qui activent les lymphocytes B. Et on s'est intéressé à leurs caractéristiques. Et pour se rapprocher le plus possible du système nerveux central, eh bien, rien de tel que le liquide céphalorachidien auquel on peut avoir accès chez les patients, en tout cas en tout début de maladie, à l'étape du diagnostic. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait beaucoup de ces lymphocytes activés dans le liquide céphalorachidien des patients atteints de sclérose en plaques et que leur fréquence, le fait d'en avoir beaucoup, c'était relié au handicap. Alors voilà, là nous maintenant on va travailler sur, je vous ai dit qu'une étape importante c'est comment ces cellules elles rentrent dans le système nerveux central. Vous le savez peut-être, mais il y a des traitements qu'on utilise dans la sclérose en plaques de forme rémitante, bloquent la migration de ces cellules au sein du système nerveux central. C'est d'ailleurs un traitement relativement efficace. Donc nous on s'intéresse aussi au mécanisme, comment ces cellules font-elles pour rentrer, passer à travers les vaisseaux alors qu'elles sont censées ne pas du tout pouvoir passer. Alors pour ça, on travaille également en collaboration avec une équipe canadienne qui fait de la culture de vaisseaux de système nerveux central. Pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent en fait des petits morceaux de cerveau de patients qui se sont fait opérer d'une crise d'épilepsie, chez qui on enlève un petit bout de système nerveux central. Et ils dissèquent ce petit morceau de cerveau et ils extraient les vaisseaux de ce petit morceau de cerveau. Et après, ils sont capables de les faire pousser dans des flasques, en culture, dans des incubateurs, et de reproduire ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est la barrière entre le sang et le système nerveux. Et après, on peut faire plein de choses. On peut justement prendre les cellules immunitaires d'un patient, regarder s'ils sont capables de passer à travers cette barrière, quels mécanismes ils utilisent. Et c'est exactement grâce à ce type de modèle qu'il y a eu des développements thérapeutiques importants dans la sclérose en plaques de forme rémitante. Et enfin, c'est mes dernières diapositives, rassurez-vous. Comme je vous ai dit, nous, on s'intéresse également à analyser ces cellules immunitaires dans le système nerveux central. Et on regarde le phénotype de ces cellules. Et là, vous voyez, c'est juste des exemples de marquage. Ce que vous pouvez voir ici, en fait, qui est marqué en marron, c'est la myéline. Et vous voyez qu'il y a des zones plus claires, plus éclaircies, qui correspondent à des lésions, en fait, de la myéline. Et vous voyez qu'au sein de ces lésions, tout ce qui est en marron, là, toute cette petite tache marron, c'est des cellules immunitaires. Et donc, on s'attache avec notre ingénieur de recherche, Stéphane Rodriguez, à caractériser ces cellules immunitaires. Voilà, quels marqueurs elles expriment, est-ce qu'elles sont différentes? Et puis, tout ça, bien sûr, on le fait pourquoi? Pour mieux comprendre la maladie. Et vous avez bien compris que ce qui nous intéressait, entre autres, c'était le passage en forme progressive chez les patients qui présentent initialement une forme inflammatoire de maladie. Et puis, comme vous l'avez expliqué également tout à l'heure, en fait, c'est la meilleure compréhension de cette maladie, des mécanismes physiopathologiques qui va nous permettre, on l'espère dans l'avenir, d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques efficaces pour éviter la progression dans la sclérose en plaques. Je vous remercie bien sûr, et puis je remercie aussi et surtout les patients et les témoins qui donnent du sang, du liquide céphalorachidien pour la recherche et qui donnent aussi leur cerveau pour la recherche. Merci Laure. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question là-bas, je crois. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très claire qui peut parfois, pour des biologistes, pas des biologistes, ne pas être comprise. Mais j'ai remarqué, donc je voulais savoir, pour les lymphocytes, si les vaccins, puisqu'on nous dit toujours que notre système immunitaire est plus bas, donc il faut faire des vaccins, qu'il faut se protéger, etc. Est-ce que les vaccins peuvent avoir des effets sur les lymphocytes et être justement contraires à ne pas faire évoluer la sclérose en plaques? Je pense qu'il y a deux questions en une dans votre question. Il y a la première question de pourquoi finalement on vous recommande de vous vacciner. Alors c'est pas qu'on pense que votre système immunitaire il fonctionne moins bien, il fonctionne différemment, mais il fonctionne pas moins bien pour vous défendre des infections et des virus. Simplement, actuellement, il y a une majorité d'entre vous qui a un traitement de fond, un traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur, et par contre ces médicaments-là, ils peuvent affaiblir un peu votre système immunitaire pour vous défendre.
Donc ce n'est pas tellement à cause de la maladie, mais c'est parce que vous êtes traité finalement par des traitements de fond immunomodulateurs ou immunosuppresseurs qu'on vous recommande de vous vacciner. Les vaccins, souvent, quand on est traité, ils peuvent être un tout petit peu moins efficaces, mais ils sont suffisamment efficaces, en tout cas, pour vous protéger. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a des recommandations pour se faire vacciner contre la grippe, pour certains traitements, se faire vacciner contre le pneumocoque également, voilà, pour éviter de faire des bronchites, des pneumopathies ou des grippes sévères, parce que, justement, vous êtes un peu immunodéprimé à cause des traitements. La deuxième question, je pense, c'était sur le rôle des vaccins dans le risque d'aggravation de la maladie. Alors, on est quand même relativement rassurant pour beaucoup de vaccins. Il y a eu quand même des grosses études qui ont été publiées, entre autres sur le vaccin de l'hépatite B, la grippe, le DT polio, donc qui sont entre autres certains vaccins qui sont des vaccins obligatoires. Et il n'y a absolument pas de lien entre et le risque de développer la sclérose en plaques et le risque d'avoir une aggravation de la maladie quand on s'est fait vacciner. Je crois qu'il y a des questions sur Internet, si j'ai bien vu. Est-ce qu'on prie... Voilà. Alors, pour Laure, première question de Laurent. Comment expliquer que nous n'aurons pas tous la même sclérose en plaques, rémitante, progressive, etc. J'aimerais bien avoir la réponse à la question, mais je ne l'ai pas du tout. On ne sait pas. Enfin, actuellement, on n'a pas de facteurs prédictifs ou pronostics qui nous permettent de dire que tel patient va évoluer plus ou moins vite, tel patient va présenter une sclérose en plaques de forme progressive ou de forme rémitante. On pense que ce qu'on appelle la physiopathologie n'est pas la même entre la forme progressive et la forme rémitante. Mais sur la forme progressive, pour l'instant, on est un petit peu sec dans la compréhension de la maladie. Pour répondre à cette question, on n'a pas la réponse en fait. Autant on a des outils assez simples pour arriver au diagnostic, autant ce qui nous rebute aujourd'hui, c'est l'expressivité de la maladie. Et donc on voit dans toutes ces formes différentes ou des formes atypiques comme on en a parlé tout à l'heure. Deuxième question, anonyme, qu'est-ce qu'un facteur de susceptibilité génétique ? Alors, depuis qu'on connaît la génétique et qu'on sait séquencer le génome, on regarde de plus en plus dans toutes les maladies et pas que la sclérose en plaques, c'est là où je vais être un peu rassurante quand même, s'il y a des facteurs à risque qui augmentent le risque de développer une maladie. On fait ça pour les cancers, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et les maladies auto-immunes, que ce soit la sclérose en plaques ou d'autres maladies auto-immunes. Et il se trouve que dans la sclérose en plaques, on a identifié quelques gènes qui augmentent le risque de développer la maladie. Alors, ils augmentent un peu, c'est-à-dire que pour le gène à plus haut risque de développer la sclérose en plaques, qui est un gène qui est situé sur le complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont des protéines que vous exprimez à la surface de vos cellules, entre autres les cellules immunitaires, il augmente, voilà, le gène le plus à risque, il augmente d'un risque x5. Ça augmente 5 fois le risque. Je vous rappelle que le risque est d'à peu près 1 pour 1000. Donc on passe à 5 pour 1000 si on est porteur de ce gène à risque de développer la sclérose en plaques. Mais actuellement, on dit bien que la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie génétique en soi, ce n'est pas une maladie qui se transmet, mais il existe quand même des facteurs qu'on a bien identifiés qui sont des facteurs à risque. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Oui. Si on peut avoir peut-être les micros. Oui, bonjour. Je voulais savoir, que pensez-vous de l'usage du cannabis thérapeutique ? Alors, je ne vois pas où est la question. Que pensez-vous de l'usage du cannabis thérapeutique ? Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec ma présentation. Non, mais alors, c'est peut-être pour monsieur, je ne sais pas. Non, je rigole, mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on va parler cet après-midi. C'est dans les ateliers, les traitements. Ça sera dans les ateliers cet après-midi. Moi, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose. Vous savez que pour l'instant, c'est interdit en France, mais il est possible que dans les prochaines années, en tout cas, il y ait une autorisation. Je pense que tout dépend de l'indication, bien évidemment. Je pense que l'indication, elle doit être pesée entre le médecin et le patient pour le cannabis thérapeutique. Il ne faut pas oublier, moi j'ai travaillé un petit peu au Canada où on prescrivait de temps en temps du Sativex, que la tolérance n'est pas toujours excellente et que ce n'est pas forcément un produit magique. Mais bon, je pense que c'est très bien qu'il y ait une réflexion d'engager en France sur le cannabis thérapeutique. Je crois qu'il y a... Oui, c'est ça, ce que j'avais vu. Sur la génétique ?
est-ce que ces facteurs de susceptibilité génétique, on va dire, ils sont constitutionnels, on l'imagine, mais est-ce qu'il peut y avoir une modification pendant l'enfance ou par des facteurs environnementaux, par exemple, et du coup, est-ce qu'il peut apparaître une vulnérabilité génétique en cours de vie? Alors, pas vraiment. Enfin, je pense que la question que vous posez, enfin, je pense que je vois deux sens à votre question. Est-ce que ça peut se muter, par exemple? Est-ce qu'il peut y avoir des mutations? On n'a pas authentifié de gènes mutés, en tout cas, de mutations génétiques dans la sclérose en plaques. Par contre, ce qu'on commence à connaître, alors vous le savez, c'est une maladie compliquée, la sclérose en plaques, et des facteurs environnementaux, il y en a beaucoup. On les connaît de mieux en mieux, mais c'est vrai que tous les ans, on a l'impression qu'on découvre un nouveau facteur environnemental à risque de développer la sclérose en plaques. Et il y a des études actuellement qui sont faites pour étudier les interactions qu'il existe entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Et il a été montré, entre autres, ça a été montré pour le tabac, ça a été montré pour l'obésité dans l'adolescence, qu'il y a des interactions très très fortes entre certains gènes et le fait, par exemple, de fumer. C'est-à-dire que fumer, ça augmente de 1,5 fois le risque de développer la sclérose en plaques. Être porteur du mauvais gène dont je vous parlais tout à l'heure, ça augmente le risque d'un facteur 5. Mais par contre, si vous fumez et que vous êtes porteur du mauvais gène, le risque il est multiplié par 16 de développer la sclérose en plaques. Donc il semble exister des interactions très très fortes entre certains facteurs de susceptibilité génétique et certains facteurs environnementaux qui augmenteraient de manière beaucoup plus importante du coup le risque de développer la maladie. C'est un peu, on en a un peu là de notre niveau de connaissance, et puis moi mon niveau de connaissance en génétique n'est pas très bon non plus, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, merci à vous, madame. Ma question, c'est juste un petit écart là. J'ai deux fils, un qui fume, il n'a pas la sclérose en plaques, celui qui ne fume pas, il a. Mais il a justement cette forme que l'on appelle progressive primaire. Elle est survenue à 50 ans. Alors, je sais qu'il n'y a pas de traitement, quoique il y a une étude, je crois, des études, mais j'aimerais avoir des explications par rapport à cette forme primaire qu'il a eu après un psoriasis. Alors, quelle est votre question exactement? Est-ce que vous pouvez me repréciser votre question exactement? Ce fils-là, mon fils aîné, il a la sclérose en plaques primaire, progressive primaire. Voilà. Oui, oui. Et votre question, c'est pourquoi? Voilà, oui, pourquoi d'une part. Et elle est survenue si tard, 50 ans, après le psoriasis, et il n'y a pas de traitement, voilà. Alors, l'âge de la survenue de la forme primaire progressive, il est naturellement plus âgé. Vous savez que la médiane de survenue pour la forme rémitante, c'est 32 ans à peu près. Pour la forme progressive, c'est plus tardif, c'est souvent après 40 ans. Donc ça, c'est pas complètement inhabituel. Et puis la deuxième chose, c'est que ça n'a pas forcément de lien direct avec son psoriasis, mais c'est pas rare que dans la sclérose en plaques, il y ait une association à d'autres maladies du système immunitaire. Et le psoriasis, c'est également une maladie inflammatoire, une maladie où il y a un dérèglement du système immunitaire. Et il peut y avoir des associations chez une même personne de plusieurs maladies auto-immunes. Mais ce n'est pas l'une qui a déclenché l'autre, si vous voyez le sens de ma réponse. Mais quelle est l'évolution pour cette forme-là? C'est variable. Je ne peux pas vous répondre comme ça parce que c'est un cas trop personnel, l'histoire de votre fils finalement, et l'évolution elle est très hétérogène d'un patient à l'autre. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Il n'y a pas de traitement? Il y a des essais cliniques qui débutent. C'est ça, il y a des essais cliniques qui débutent. Il y a un traitement qui a eu l'autorisation dans la forme primaire progressive, mais c'est vraiment une niche de patients qui sont des patients jeunes qui ont de l'inflammation sur l'IRM. Donc ça concerne finalement très très peu de patients. Par contre, il y a quand même beaucoup d'essais cliniques, on vous en parlera probablement cet après-midi actuellement sur des molécules dans la forme progressive. Juste, on va devoir passer, j'en suis désolé, à la session suivante. Par contre, vous avez des ateliers cet après-midi pour des questions spécifiques. N'hésitez pas à venir bien au contraire, parce que là, vous aurez 1 heure en petit groupe pour bien poser toutes les questions qui vous ont animé. Merci beaucoup, Laure.